Le mystère autour de la mort du petit Émile n'a jamais cessé de hanter les consciences. Aujourd'hui, un nouvel éclairage vient bouleverser les certitudes. Un expert judiciaire rompt le silence, relançant l'enquête et ravivant les interrogations. Que s'est-il vraiment passé au Haut-Vernay ce 8 juillet 2023? Que cache ce hameau devenu malgré lui l'épicentre d'un drame national? Vérité étouffée, secret de famille ou silence collectif? Dans cette vidéo et cet article, nous explorons les pistes oubliées, les témoignages qui dérangent et les failles d'un dossier devenu affaire d'État. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. L'affaire Émile mérite plus qu'un fait divers, elle mérite la vérité. Regardez la vidéo complète, partagez votre avis en commentaire et rejoignez notre communauté pour que justice soit enfin rendue. L'expertise disculpante, les soupçons persistants et une vérité toujours insaisissable. Alors que le drame du petit Émile continue de secouer la France entière, une déclaration inattendue est venue récemment apaiser les tensions les plus vives entourant la famille Vedovini. C'est un expert en criminalistique, le magistrat à la retraite Jacques Dallet, qui a décidé de s'exprimer dans les colonnes de la Provence. Après des mois d'hypothèses, de soupçons et de spéculations médiatiques, ses propos tranchent par leur clarté. La piste familiale semble peu probable. Selon lui, tous les éléments actuellement disponibles dans l'enquête ne permettent pas de conclure à l'implication directe du grand-père ou de l'un des membres de la famille en présent le jour de la disparition d'Émile. Dallet pose une question qui semble cruciale. Peut-on sincèrement imaginer qu'un membre de la famille ait pu tuer un enfant de 2 ans sans que personne autour n'ait rien vu, rien entendu? Pas même un cri, une trace de panique, une parole déplacée? Ce raisonnement, bien que fondé sur des suppositions, soulève des interrogations légitimes sur la cohérence d'un scénario de violence familiale au cœur d'un foyer où une dizaine de personnes se trouvaient réunies. Il évoque également l'absence de craquage psychologique au sein des proches qui, selon lui, peut être interprété de 2 façons. Soit ils sont dotés d'un sang-froid hors du commun, soit ils sont véritablement innocents et sincèrement bouleversés par cette perte. Cette prise de position marque un tournant médiatique. Jusque-là, l'opinion publique restait profondément divisée entre ceux qui imaginaient un drame familial couvert par le silence et ceux qui croyaient fermement en l'hypothèse d'un tiers, étranger ou non, au village du Haut-Vernay. L'expertise de Dallet, bien qu'informelle et sans portée judiciaire directe, a un poids symbolique important car elle contribue à rééquilibrer le débat public. Cependant, ce rééquilibrage est fragilisé par le passé controversé du grand-père, Philippe Vedovini. Ancien membre de la communauté religieuse traditionnelle de Riaumont, il aurait exercé, selon plusieurs témoignages d'anciens élèves, des actes d'une grande sévérité, voire des violences physiques. Certains témoignages parlent de tapes violentes, d'un comportement autoritaire et d'une ambiance disciplinaire particulièrement dure. Bien que ces faits ne soient ni poursuivis ni reconnus officiellement comme délictueux à ce jour, ils ont nourri la suspicion. Peut-on totalement dissocier un passé de violences éducatives de l'hypothèse d'un dérapage tragique? Cette dualité crée un climat troublé. D'un côté, un expert judiciaire indépendant affirme que les faits connus ne permettent pas d'accuser la famille. De l'autre, certains éléments du passé alimentent une défiance persistante, relayée par les réseaux sociaux où la famille d'Émile a souvent été prise pour cible, parfois de manière haineuse et sans fondement. Cette polarisation rend d'autant plus difficile une conduite sereine de l'enquête. Par ailleurs, la question de la découverte tardive du crâne d'Émile sur un sentier fréquenté par des randonneurs alimente une autre interrogation. Pourquoi les recherches initiales n'avaient-elles rien trouvé dans cette zone, pourtant accessible et proche du village? L'hypothèse selon laquelle les ossements auraient été déplacés plus récemment, probablement par l'auteur du crime ou par un animal, complique encore davantage la reconstitution des faits. Cette situation a contraint les enquêteurs à réexaminer de nombreux éléments de preuve et à élargir leur scénario d'enquête. Un autre point critique est la difficulté de recueillir des témoignages fiables. Dans un hameau aussi restreint que le Haut-Vernay, les liens de proximité, les éventuelles rancunes anciennes et les dynamiques sociales peuvent fausser la parole. Certains habitants auraient été réticents à parler, d'autres auraient transmis des informations erronées ou incomplètes. Dans un tel climat, l'enquête judiciaire avance à pas lents, redoublant de prudence. Aujourd'hui, les enquêteurs restent silencieux sur l'identité de potentiels suspects extérieurs. Plusieurs pistes ont été évoquées, dont celle d'un promeneur inconnu ou d'un voisin éloigné. Mais aucune preuve tangible n'a permis de confirmer ces hypothèses. La mort d'Émile demeure un mystère entier, douloureux et profondément injuste. L'enfant innocent a perdu la vie dans des circonstances encore troubles. Et l'enquête, malgré les moyens mis en œuvre, se heurte toujours à un mur d'ombres et de silence. À mesure que le temps passe, une double urgence se fait sentir. Celle, d'abord, de rendre justice à un enfant mort trop tôt, sans que son nom ne soit instrumentalisé ni oublié.
Celle, ensuite, de protéger les proches, s'ils sont innocents, du tribunal populaire numérique, toujours prompt à juger avant que la vérité n'éclate. Ce chapitre de l'affaire Émile se termine donc sur une note incertaine, une famille adulte qui semble blanchie par l'analyse rationnelle d'un expert, mais encore fragilisée par des soupçons persistants, une enquête qui progresse, mais sans coupable identifié, et un pays tout entier qui attend, dans l'angoisse et la compassion, que justice soit enfin rendue à ce petit garçon au t-shirt jaune. Les blessures invisibles, la justice en quête de sens et l'attente d'une vérité qui répare. Alors que les mois passent dès que l'affaire du petit Émile s'enfonce dans un silence judiciaire apparent, une autre réalité, plus silencieuse, se dessine. Celle des blessures invisibles, du chagrin muet d'une famille auscultée, de la douleur d'une communauté divisée et du besoin viscéral de vérité qui anime tout un pays. Car au-delà des enquêtes, des expertises, des témoignages et des doutes, il y a un fait indiscutable. Un enfant est mort, à 2 ans et demi, dans des conditions tragiques et non élucidées. Et tant que la lumière ne sera pas faite sur les circonstances exactes de ce drame, la plaie restera béante. La famille d'Émile, en particulier ses parents, s'est longtemps murée dans le silence. Un silence que certains ont interprété comme de la douleur, d'autres comme de la suspicion. Dans un monde hyper connecté, où chaque émotion est immédiatement partagée sur les réseaux sociaux, leur choix de ne pas médiatiser leur peine a paradoxalement nourri l'imaginaire collectif. Ils ont été jugés pour ne pas pleurer devant les caméras, accusés de dissimuler quelque chose pour ne pas s'exprimer, harcelés sur Internet par des anonymes se prenant pour enquêteurs. Cette violence secondaire, aussi insidieuse qu'injuste, a transformé des victimes potentielles en accusés publics. Du côté judiciaire, le temps long de l'instruction heurte de plein fouet l'impatience de l'opinion. Chaque jour, sans révélation, renforce le sentiment d'échec, voire d'incompétence. Pourtant, les magistrats et les gendarmes en charge de l'affaire continuent de travailler dans l'ombre avec minutie, analysant des centaines de relevés téléphoniques, de traces ADN, de témoignages contradictoires. Ils savent que la moindre erreur de procédure pourrait anéantir des mois d'enquête. Ils savent aussi qu'un faux coupable serait une tragédie supplémentaire. Mais ce temps long est aussi celui de l'oubli médiatique. Après avoir fait la une de tous les journaux, le nom d'Émile risque de s'effacer progressivement des esprits, remplacé par d'autres drames, d'autres polémiques, d'autres buzz. Seuls quelques journalistes d'investigation, quelques collectifs citoyens ou familles endeuillées s'accrochent encore à cette quête de justice comme à une mission sacrée. Car le combat pour la vérité ne se mesure pas en jours de couverture médiatique, mais en capacité à tenir debout, dans la durée, à ne pas céder au découragement. Et puis, il y a le village du Haut-Vernay, ce hameau des Alpes qui a vu sa quiétude se transformer en champ de bataille morale. Jadis isolé et serein, il est devenu malgré lui le théâtre d'un feuilleton judiciaire national. Certains habitants ont coopéré avec les autorités, d'autres ont fermé leurs volets, lassés des caméras, des drones et des murmures. Le drame d'Émile a révélé les tensions enfouies d'une France rurale parfois méfiante envers l'État, les médias et la justice. Le village est fracturé et nul ne sait s'il se relèvera un jour totalement. Face à cette réalité complexe, la figure d'Émile devient symbole. Symbole d'une innocence perdue, d'une enfance brisée, mais aussi d'une société qui peine à protéger ses plus fragiles. Pour certains, il incarne l'échec collectif, échec de vigilance, échec de prévention, échec d'enquête. Pour d'autres, il est devenu une cause à défendre, celle de tous les enfants disparus, de toutes les vérités enfouies, de toutes les familles brisées. Son visage, figé sur les affiches de recherche, est désormais gravé dans la mémoire collective. Mais que reste-t-il à faire lorsque les pistes s'épuisent et que l'espoir s'amenuise? Peut-être faut-il se tourner vers la résilience, cet art difficile de continuer à vivre sans comprendre, de chercher sans certitude, de croire encore à une issue, même lointaine. La résilience des proches, qui doivent composer avec la douleur et les doutes, celle des enquêteurs qui poursuivent d'amalgré les échecs, et celle des citoyens qui refusent de laisser ce petit garçon devenir une statistique. Dans cette attente douloureuse, certains appellent à la création d'une journée nationale pour les enfants disparus. D'autres militent pour des moyens supplémentaires alloués aux enquêtes non résolues. Car au-delà du cas d'Émile, c'est toute une chaîne de responsabilités collectives qu'il faut questionner. Comment mieux coordonner les secours en zone rurale? Comment éviter que des enfants disparaissent sans témoin? Comment concilier secret de l'instruction et droit à l'information sans tomber dans le voyeurisme? Autant de questions laissées ouvertes, comme les sentiers du Haut-Vernay, toujours parcourus par ceux qui espèrent y trouver un signe, une réponse, un soulagement. Pour l'instant, la justice n'a pas encore parlé. Mais la mémoire d'Émile, elle, continue de crier dans le silence. Le dernier silence, une fin sans réponse, une vérité à jamais absente.
Dans cette affaire où chaque fait soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses, où la lumière attendue devient elle-même source d'ombre, la disparition et la mort d'Émile Soleil ne semblent pas seulement être celle d'un petit garçon, mais aussi celle d'une vérité que tout un pays attend en vain. Si le deuil naturel consiste à accompagner un être aimé jusqu'à son dernier souffle, ici, rien n'a été permis. Pas d'adieu, pas de sépulture claire, pas de réponse sur ce qu'il s'est réellement passé le 8 juillet 2023. Il est rare, dans une société occidentale moderne, que la mort d'un enfant demeure sans explication rationnelle. Et pourtant, près de 2 ans après les faits, c'est encore le vide qui domine. Certes, les restes d'Émile ont été retrouvés. Certes, des pistes ont été explorées, des membres de la famille entendus, des théories testées, des experts mobilisés. Mais à l'heure actuelle, aucune mise en examen n'a été prononcée, aucun coupable désigné. Le sentiment d'inachevé est total. La famille, sous tension permanente, est sortie de la zone d'ombre judiciaire mais demeure prisonnière du regard public. Libérée juridiquement, elle reste condamnée médiatiquement. Et cette condamnation sociale, alimentée par les réseaux, les soupçons, les reportages racoleurs et les chaînes YouTube en quête de sensationnalisme, est souvent bien plus violente que toute procédure officielle. Qui peut mesurer aujourd'hui la douleur d'une mère, d'un père, d'un grand-parent, forcés de se justifier d'un crime qu'ils n'ont peut-être jamais commis? La présomption d'innocence s'érode au contact du doute collectif. Mais dans cette affaire, il n'y a pas que la famille qui souffre. Il y a aussi la France entière, blessée dans ce qu'elle a de plus sacré, l'enfance. Émile était ce que chacun reconnaît comme l'innocence absolue. Un enfant de 2 ans et demi, curieux, énergique, vivant. Et sa disparition brutale dans un décor bucolique, un village paisible, a jeté un froid glacial sur les certitudes que nous pensions acquises. Même là où la nature domine, où le temps semble suspendu, le mal peut surgir, frapper et se taire. L'affaire Émile dépasse donc largement le simple cadre judiciaire. Elle touche à des peurs fondamentales, la peur de perdre un enfant, la peur de l'inconnu, la peur de ne jamais savoir. Elle révèle aussi des fractures profondes dans notre capacité à faire société. Dans la défiance envers la justice, dans l'acharnement médiatique, dans l'exploitation commerciale de la douleur, dans notre fascination morbide pour le crime, nourrie par les documentaires, les reconstitutions, les podcasts et les rumeurs. Et pourtant, malgré cette noirceur, une part d'humanité résiste. Des anonymes déposent des peluches et des fleurs au bord du sentier, où le crâne a été retrouvé. Des artistes rendent hommage à Émile dans des chansons, des dessins. Des voix s'élèvent pour rappeler que derrière ce fait divers, il y a une vie fauchée, un petit cœur qui battait. C'est cette mémoire-là qu'il faut préserver. Le village du Haut-Vernay, autrefois havre de paix, est désormais marqué par une histoire qu'il n'a pas choisie. Certains habitants espèrent oublier, tourner la page. D'autres continuent de veiller, de parler, de chercher. Le silence apparent du hameau cache des dizaines de douleurs muettes. Peut-être qu'un jour, dans un témoignage oublié, dans une trace négligée, la vérité refera surface. Peut-être, mais si ce jour ne vient jamais, faudra-t-il accepter qu'Émile ne connaîtra pas justice? Faudra-t-il construire sa mémoire non pas sur la vérité, mais sur le respect et l'amour? C'est une question que seul le temps et la conscience collective pourront résoudre. Car dans cette affaire, la justice humaine a ses limites. Et face à elle, il ne reste parfois qu'une seule réponse possible, la dignité. Alors, que restera-t-il d'Émile? Une image, un nom, une date, ou plus encore, un symbole. Celui de l'enfance trahie, de la vie volée, de la France inquiète. D'un monde qui cherche encore à comprendre ce qu'il ne peut expliquer. Dans ce chaos de non-dits, une chose demeure claire. Émile mérite que l'on se souvienne de lui. Pas comme d'un mystère, mais comme d'un petit garçon qui méritait d'être protégé, aimé et entouré. Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire, à vous abonner à notre chaîne pour rester informé et à soutenir un journalisme respectueux, humain et engagé.